Bienvenue dans cette vidéo de l'Association des psychologues et des patients accompagnés. Aujourd'hui, nous allons parler des effets du sport sur le cerveau. Si les effets physiologiques ont bonne presse et on nous en parle assez facilement, comme notamment les effets sur les vaisseaux sanguins, sur le plan musculaire, sur le système immunitaire, sur les maladies cardiovasculaires, on entend également beaucoup parler de la réduction de la prévalence des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension ou le cancer. Certains effets du sport sont un peu moins connus par le grand public, comme les effets psychologiques et les effets neurologiques dont nous allons parler aujourd'hui. Afin de mieux comprendre les effets du sport sur le cerveau, je vous propose un petit crochet anatomique afin de mieux comprendre le cerveau et le système nerveux. Alors, le système nerveux, il est subdivisé en deux parties principales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière. Quant au système nerveux périphérique, il est essentiellement composé des nerfs. Il se subdivise en deux parties, le système nerveux autonome et le système nerveux somatique. Ce système nerveux autonome est responsable de la gestion de nos émotions, notamment grâce au système nerveux sympathique et au système nerveux parasympathique dont on va parler juste après. Alors, qu'est-ce que sont ces systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques ? Lorsqu'on va percevoir un danger, on va activer notre système nerveux sympathique. Alors, il porte un nom un peu étrange parce qu'il n'est pas du tout sympathique en réalité. C'est lui qui est responsable de la réaction de stress. D'accord ? Ce danger, il peut être de trois types différents. Ça peut être un danger réel, comme je rencontre un ours dans une forêt. Un danger perçu, comme je suis en retard au travail. Ou bien un danger anticipé, comme mon avion pourrait s'écraser. La réaction est toujours la même, c'est une réaction de stress qui est due à l'activation du système nerveux sympathique. De l'autre côté, on a ce qui va être responsable de la sensation de détente et de bien-être, c'est le système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes nerveux fonctionnent comme une balance. Lorsque le système sympathique est activé, cela désactive automatiquement le système parasympathique. Quand le système parasympathique est activé, cela désactive automatiquement le système nerveux sympathique. On ne peut pas être détendu et stressé à la fois. Voyons à présent les différentes composantes du cerveau. Le cerveau est composé de différents lobes que nous allons essayer de voir ensemble là tout de suite. Alors sur cette image, vous voyez que certaines zones sont en couleur, en rouge, en vert, en jaune et en bleu. Ce sont les différents lobes de notre cerveau. On les retrouve à droite et à gauche du cerveau de manière symétrique. Cette grande zone, située à l'avant de notre tête, de notre cerveau, est ce qu'on appelle le lobe frontal. Il est le siège des émotions et de ce qu'on va appeler les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est notamment tout ce qui va permettre l'organisation, la planification, la prise de décision, la résolution de problèmes, ce qui va nous permettre d'être flexible mentalement, de pouvoir faire une tâche puis une autre, d'inhiber une information au profit d'une autre. Par exemple, si vous êtes à la terrasse d'un café, c'est ce qui va vous permettre de rester concentré sur votre propre conversation plutôt que d'écouter celle de votre voisin. C'est grâce également au lobe frontal qu'on va avoir de bonnes capacités attentionnelles, des capacités de concentration et également de gestion des émotions. On sait aujourd'hui, grâce aux études scientifiques, que le fonctionnement du lobe frontal impacte un grand nombre de domaines de la vie, notamment la santé mentale, l'hygiène de vie également. On sait que le fonctionnement du lobe frontal va également impacter la réussite académique, donc la réussite scolaire, et la réussite professionnelle plus tard. Ça favorise une vie maritale harmonieuse. C'est un bon impact, ça a un impact sur la santé publique. Ça diminue le risque de chute et ça améliore la qualité de vie. Et encore bien d'autres choses qu'on ne détaillera pas aujourd'hui. Passons à présent au lobe pariétal. Donc le lobe pariétal,
c'est cette zone que l'on pourrait situer à peu près à la zone serre-tête au niveau du cerveau. Le lobe pariétal est responsable de la sensation de toucher, de la perception des différences de taille, de couleur, de poids, de forme. C'est responsable de tout ce qui est perception visuelle et spatiale, ainsi que de la lecture. Passons à présent au le lobe temporal, à présent, celui qui va être situé au niveau de nos tempes, est responsable de la compréhension du langage, de la sensibilité musicale, de la mémoire et de l'audition. Le lobe occipital, lui, va être responsable de la vue, de la perception de la profondeur, de la capacité à suivre une cible en mouvement, et il est situé tout à l'arrière de notre tête, juste au point d'insertion avec la nuque. Juste en dessous de notre cerveau se situe une toute petite structure qu'on appelle le cervelet, qui ressemble à un tout petit cerveau miniature, qui va être responsable de tout ce qui est coordination motrice, équilibre, peur et vertige. Et le long de notre nuque, au niveau de l'insertion de la moelle épinière, un peu au-dessus, il y a une structure qu'on appelle le tronc cérébral, que vous voyez en rouge sur le dessin, qui est responsable de tout ce qui est involontaire et inconscient, comme la respiration, le rythme cardiaque, la déglutition, le contrôle de la pression artérielle, la température, la digestion, la vigilance, les capacités d'endormissement. Vous pourrez alors me demander comment cela est possible. Cela est rendu possible grâce à l'interconnexion de nos neurones, les neurones qui sont contenus dans notre cerveau, qui vont chercher à communiquer entre eux à travers des espaces, un peu comme s'ils étaient en Bluetooth connectés les uns aux autres, et ils vont se connecter dans ces espaces qu'on appelle des synapses. Dans ces synapses, c'est des zones dans lesquelles chaque neurone peut se connecter à un autre et détecter un autre neurone. Et quand ces neurones vont se connecter entre eux, ils vont créer un réseau interconnecté qui vont leur permettre de diffuser de manière extrêmement rapide des informations. Je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet et de voir quels sont les effets du sport sur le cerveau. Alors, je vais déjà discuter des effets du sport sur le cerveau au cours du développement. Certaines études ont montré que lorsque on est enceinte, lorsque la femme est enceinte et qu'elle attend donc un bébé, le fait que la mère fasse du sport a une incidence au moment de la naissance du bébé sur l'activité du cerveau. Il y a eu cette étude qui a eu lieu chez le rat. Le cerveau du bébé est ainsi plus actif à la naissance chez les bébés dont la mère a pratiqué une activité physique et sportive durant la grossesse. Chez l'enfant de moins de 6 ans, on a remarqué qu'il y avait un effet sur la réussite scolaire, les capacités de mémoire et la capacité à développer les fonctions exécutives chez les enfants qui font du sport en comparaison aux enfants qui ne font pas de sport. Entre 6 et 15 ans, il y a un effet également sur les fonctions exécutives, donc cette capacité à résoudre des problèmes, à être flexible mentalement, etc., ce dont on a parlé un petit peu plus haut, sur la réussite scolaire, mais aussi sur la capacité à consacrer du temps à une tâche dédiée. Chez les 18-50 ans, une étude actuelle à l'université de Poitiers a démontré qu'il y avait une meilleure flexibilité mentale, des performances cognitives et psychomotrices qui sont corrélées au niveau d'activité physique à long terme. Chez les plus de 50 ans, on sait qu'il y a un effet sur la cognition globale, c'est-à-dire qu'on est capable de mieux réfléchir et de mieux s'organiser. Là où d'habitude les fonctions exécutives commencent à décliner, elles se maintiennent davantage chez les plus de 50 ans. Chez la personne âgée fragile, on sait qu'il y a également une amélioration de la cognition et de la qualité de vie. Alors on peut se demander quels sont les effets du sport sur les troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer par exemple. Eh bien on a remarqué que si une activité physique et sportive était pratiquée, il y avait une réduction de 38% du risque de déclin cognitif et une réduction de 40%
du risque de développer la maladie d'Alzheimer chez les personnes qui pratiquent une activité physique et sportive. Une fois la maladie déclarée, on sait qu'il y a un rôle dans la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la capacité à fabriquer des nouveaux neurones. Eh bien, on sait que grâce à l'activité physique et sportive, on va contracter nos muscles. Donc je cours par exemple et je contracte mes muscles. Lors de la contraction de mes muscles, je vais fabriquer ce qu'on appelle de la myokine. D'accord? La myokine, elle va passer dans la circulation sanguine et ça va entraîner finalement une stimulation d'un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF qui va stimuler donc la neurogénèse. Et donc, une fois la maladie déclarée, on recommence à pouvoir fabriquer des nouveaux neurones grâce à la pratique d'une activité physique et sportive. Mais pas que. Le sport permet aussi la création de nouvelles synapses, une amélioration des fonctions cognitives globales et une baisse de l'impact des maladies neurodégénératives. On sait que chez les personnes qui pratiquent une activité physique régulière telle que le vélo, la natation ou le tennis, le risque de développer une maladie de Parkinson est diminué de 40% également par rapport à ceux qui ne pratiquent pas d'activité physique ou qui pratiquent une activité plus légère comme la danse ou la marche. Et plus l'âge avance, plus les zones du cerveau mobilisées vont venir se remodifier et la condition physique va venir maintenir le cerveau jeune finalement plus longtemps. Il y a donc un effet protecteur du cerveau. Alors nous venons de le voir, la question de la forme d'entraînement va venir impacter finalement les résultats qu'on va obtenir grâce à l'activité physique et sportive sur le cerveau. Alors il existe différents types d'entraînement, la forme d'aérobie qui va finalement engager le système cardio-respiratoire comme le vélo, la marche, la course à pied, la natation, des activités plus cardio. Il va y avoir des activités plus douces comme le tai chi, le yoga, la danse, les habiletés motrices. Des activités de type musculation, entraînement combiné, endurance et force, et ce qu'on va appeler la double stimulation, à savoir les entraînements qui vont mêler une activité physique avec une activité intellectuelle et cognitive. Si les études ne sont pas unanimes, cela montre néanmoins quasi tout le temps que le type aérobie permet une amélioration de la santé cardio-respiratoire, une amélioration des temps de réaction sur les tâches d'inhibition. Et en comparaison au stretching, on a des bénéfices qui sont sur le plan cardio-respiratoire uniquement sur le travail en aérobie par rapport au stretching. En 2008, il y a quand même une étude qui a démontré que le stretching permet une amélioration cognitive. Pareil pour la musculation et pareil pour les habiletés motrices. Donc, si l'aérobie est globalement la forme, on va dire, privilégiée de sport pour maintenir son cerveau en forme, d'autres types de sports permettent d'acquérir également des résultats, même si c'est à moindre échelle. Il me semble que finalement, ce qui est important, c'est de retenir que tous les chemins mènent à Rome et que l'essentiel, c'est de se faire plaisir, de se faire du bien, de faire un sport que l'on aime. Rien ne sert de faire un sport finalement dans lequel on se sentirait forcé, qui serait plutôt une contrainte plutôt qu'un plaisir. Le plaisir d'abord. Les 3 effets qui sont toujours observés, quel que soit le type de sport, c'est l'amélioration de la cognition, la capacité à mémoriser une information à court terme, à inhiber une information au profit d'une autre et à être flexible mentalement jusqu'à 2 heures après l'effort. Donc faire du sport avant un examen, c'est toujours une bonne idée. Ça améliore également l'humeur et ça baisse le stress. On a très souvent entendu dire que les courbatures n'étaient pas une bonne chose car elles sont dues à la sécrétion de lactate, d'acide lactique. On nous dit souvent que c'est absolument à éviter, que ça provoque des crampes, la fatigue, une perte d'énergie. Eh bien, les études ne sont plus du tout aussi unanimes qu'autrefois. Et il y a même des études qui ont démontré que le lactate améliore le métabolisme, régule la satiété et qu'en fait, ce serait plutôt un carburant plutôt qu'un pénalisateur. En résumé, sur le plan cognitif, l'activité physique entraîne des adaptations moléculaires qui entraînent des adaptations structurelles au niveau du cerveau et donc au niveau des fonctions cognitives.
Sur le plan psychologique, on sait qu'il y a des bienfaits du sport très importants. Ça a des effets antidépresseurs, anxiolytiques, ça réduit le stress perçu et la sensation de bien-être est augmentée. Vous serez tout à fait légitime de vous demander pourquoi. Eh bien, déjà, le sport augmente la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, cette hormone du bonheur qu'on appelle également la morphine endogène, c'est un opiacé qui est produite par l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est deux petites structures en rouge sur les petits schémas, et ça va se disperser dans le système nerveux central, les tissus de l'organisme et le sang. La quantité d'ocytocine libérée va dépendre du temps d'exercice, il faut quand même un exercice conséquent de 30 minutes minimum, de l'intensité, on va plutôt chercher une intensité modérée avec finalement des capacités respiratoires assez bien préservées, de la nature de l'exercice, et on va favoriser les activités d'endurance, favoriser une activité qui nous plaît. En respectant ces critères, on peut libérer jusqu'à 5 fois plus d'endorphines qu'au repos. Concernant l'effet anxiolytique et antidépresseur, on observe une diminution de la sensation de stress parce que le sport empêche la production de cortisol. Ça va diminuer les émotions et les ressentis négatifs et pour cela, on va plutôt chercher une activité vigoureuse afin de réaliser des exercices à 70% de sa fréquence cardiaque maximale pendant au moins 20 minutes. Et les effets vont se poursuivre jusqu'à 6 heures après l'effort. Autant qu'un Doliprane. Des études ont montré que les personnes qui font au moins 1 heure de sport par semaine sont moins déprimées, moins anxieuses et plus extraverties grâce à la sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline, la diminution du cortisol et l'augmentation de la dopamine. Il va y avoir un intérêt majeur pour les gens qui ont des phobies sociales. Il y a également un effet antalgique du sport. Le sport va diminuer la sensation de douleur. Elle ne va pas diminuer la douleur elle-même, mais la sensation de douleur, notre ressenti face à la douleur. Ça va en fait augmenter le seuil d'élévation de la douleur jusqu'à 4 heures après l'effort physique grâce à la libération d'ocytocine. Alors, chez les sportifs de haut niveau, ça peut masquer certains signes d'infarctus, mais chez la plupart d'entre nous, cela n'est pas le cas. Le sport a également un effet anti-fatigue. Alors, l'argument de je suis trop fatiguée pour aller faire du sport n'a qu'à bien se tenir. Grâce au sport, on va modérer nos capacités respiratoires, cardio-respiratoires, ce qui va diminuer la sensation d'épuisement. Sur le plan psychologique, le sport active le système de traitement des émotions, qu'on appelle le système limbique. Ça améliore l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Ça améliore la gestion des émotions et l'amélioration du sentiment d'auto-efficacité. On se sent capable de faire des choses. Enfin, le sport a un impact sur le sommeil. Grâce au sport, on va en réalité sécréter de la sérotonine en pleine journée, qui va se transformer ensuite en mélatonine et réguler les troubles du sommeil pour se caler sur ce qu'on appelle l'horloge circadienne, c'est-à-dire un rythme veille-sommeil. Vous pouvez voir sur ce petit schéma que par rapport à quelqu'un de sédentaire, du coup, la courbe de sérotonine, donc en pleine journée, en plein éveil, va être plus importante que chez la personne sédentaire, chez une personne qui fait une activité physique et sportive, et que la courbe de l'autre côté va se retrouver plus importante aussi en termes de mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir. En résumé, une activité physique et sportive est à pratiquer au moins 3 fois par semaine pour obtenir les effets optimum, mais 1 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Si possible, dès l'enfance, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, car comme nous l'avons vu, même en commençant très tard, on peut continuer à obtenir des bénéfices très importants. Ça permet de maintenir la santé mentale, physique et cognitive tout au long de la vie et ça améliore le fonctionnement cognitif et psychologique. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les sources afin d'en savoir plus et je vous dis à très bientôt.